Nous y sommes à la saison 2 de la série Andor, qui, dans l'univers chronologique de la saga Star Wars, intervient en tant que préquel de Rogue One, la fameuse mission sur laquelle on viendra juste après. Alors je vous propose, pour une fois, de faire une analyse qui va se séquencer en analyse de chacun des différents épisodes que nous avons pu voir dans cette série. Commençons par l'épisode 1. Alors l'épisode 1 de la saison 2 d'Andor, la première chose qu'il fait, c'est te plonger directement dans l'intrigue. Pour plusieurs raisons. La première, c'est on commence, comme tout type de série Star Wars, avec le mot Star Wars et les divers protagonistes importants, on va dire, de l'histoire, ou alors pour faire hommage aussi de temps en temps, mais Dark Vador, BB-8 et ce genre de trucs. Et puis derrière, on enchaîne avec la transition sur l'espace, avec le mot Andor qui apparaît, comme ça, avec le logo de la Résistance en haut. Donc ça, ils sont bien restés fidèles à la chose. Par contre, le premier truc sur lequel on te lance, c'est, première phrase, 1 an plus tard. Pour te situer dans le temps et te dire, bah voilà, il s'est passé 1 an entre la saison 1 et la saison 2, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps, comment ça s'est construit, etc., etc. Bon, ça, pour le coup, c'est pas mal. Il y a quelques sous-entendus au niveau des détails et de la politique, qui est plutôt pas mal. On a une richesse narrative qui est assez construite, qui est assez fascinante dès le début, parce qu'on t'immerge vraiment dans le décor, on se dit, punaise, mais pourquoi il est là, Andor, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est dans une espèce de, si je puis dire, caserne de l'Empire, qu'est-ce qu'il fait là en fait. Il y a pas mal d'intrigues tout de suite dès le début. Donc ça c'est plutôt pas mal, et c'est pas à négliger en matière de critique. En ce qui concerne l'aspect visuel, ce que j'appelle la réalisation et les décors qu'on a dans cette série, c'est toujours à l'image de la première saison, c'est-à-dire que c'est absolument parfait. Les décors et la réalisation, elle est bluffante. La caméra, les travelling, les cuts, les gros plans, les grands plans, enfin c'est les décors, tout est agencé à la perfection. Ça pour le coup, j'ai rien à dire. Chaque lieu, il a sa propre histoire, c'est développé sur le lieu dans lequel on se trouve, pourquoi il est dans ce lieu, dans quel but et qu'est-ce qu'il va y faire. C'est toujours les 3 questions, c'est le pourquoi, du comment et le but à la fin. Pourquoi on veut ce but-là? À quoi c'est censé nous amener? Il y a toute une construction à chaque fois qui est faite sur chacun des épisodes et c'est plutôt correct. Même si, on va le voir, pour les 3 premiers épisodes du moins, ils sont un peu foirés pour le démarrage. Alors le plus frappant en matière de visuel dans ce premier épisode, c'est la résonance historique. C'est-à-dire que depuis le début de ce déprogrammage, je vous dis que la saga Star Wars c'est nul autre que le reflet de la Seconde Guerre mondiale transposé dans un univers de science-fiction. Et bien là on continue, sauf que là on est sur l'aspect résistance, sur la rébellion, le début de on va résister à l'oppresseur, ça nous a déjà été bien fait dans la première saison, ben là on continue de développer la chose. Et jusqu'à présent c'est plutôt pas mal en matière de résonance historique. C'est très détaillé, c'est riche et c'est bien fait. Que ce soit de par les décors, de par les costumes, ou de par les discours que tiennent chacun des protagonistes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, en matière de scénarisation, j'ai un petit problème. Au début, quand on nous balance toutes ces intrigues sur pourquoi il s'est trouvé dans la caserne de l'Empire, pourquoi il arrive à formater une jeune dame pour s'échapper et voler un vaisseau impérial, enfin, ça c'est une intrigue qui est très bien faite, il arrive à s'en échapper, et il y a toute une épopée qui est faite dessus, qui, pour le premier quart du premier épisode, est franchement pas mal. De l'autre côté, on a l'Empire. Là pareil, il y a une grosse intrigue qui est faite sur l'Empire, sur les divers protagonistes qu'on a pu voir dans la saison 1, notamment Dedra et Cyril, qui sont franchement très bien faits dans cette série, même si Cyril on le voit intervenir un petit peu plus tard dans la série, et ben là, c'est plutôt bien fait. Mais après, tout l'aspect géopolitique qu'il y a derrière, d'habitude c'était très bien traité dans la saison 1, là ils se sont complètement loupés. Je sais pas où ils voulaient en venir, c'était un peu bordélique. Ils se sont perdus en conjecture en fait. Je pense qu'ils avaient beaucoup d'idées pour introduire le premier épisode et toute l'intrigue qui voulait être mise, que ce soit sur les personnages, les lieux ou les conflits géopolitiques. Ils sont un peu perdus. Donc c'était pas hyper bien construit. Le premier épisode c'était très audacieux de vouloir tout redonner d'un coup. Mais du coup, ils s'en sont un peu perdus. C'était un peu sans concession. C'était pas... Il y avait une profondeur sur l'aspect historique, sur ce qui voulait être transmis relaté, le fait historique de la Seconde Guerre mondiale transposé dans la science-fiction. Ça, pour le coup, c'est toujours aussi bien fait. La réalisation, elle est soignée, mais le scénar, je dis, le premier quart, il y a beaucoup d'intrigues, il y a beaucoup de choses, c'est très bien fait. Il y a une bonne trame, et d'un coup, ça se part dans tous les sens, et tu dis, mais oh, pourquoi vous partez là? Pourquoi lui, il se plante sur une planète
et il y a des espèces de, tu sais pas trop quoi, des rebelles, enfin tu sais pas trop ce que c'est, qui le prennent en tenaille, alors qu'ils sont débiles au possible en matière de dialogue, de construction, de tout ce qu'ils veulent faire, ça n'a pas de sens à ce moment-là. Et là tu te dis, mais pourquoi en fait? Pourquoi vous faites ça? Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Bon, ça c'est pour le premier épisode. Et là il y a 2-3 problèmes quoi. Tu te dis, ok, premier quart correct, et tout le reste bordélique. On nous a habitués à tellement grandiose au niveau de la saison 1 que là, ben, t'en es un peu déçu. Du moins pour le premier épisode. Tu trouves ça décevant. Je propose qu'on passe au deuxième. Le second épisode donc. Second épisode de la saison 2 toujours. Alors ici, ce deuxième épisode, il continue d'explorer les tensions politiques qu'on a vues dans la saison 1, qui ont commencé à se refléter dans la saison 2, dans le premier épisode. Là on continue, on montre les luttes internes qui façonnent toute la galaxie de Star Wars, et on porte une attention très particulière sur des personnages de l'Empire. Et dans cet épisode, ils brillent beaucoup, ces personnages. Ils sont très charismatiques, que ce soit Krennic, qu'on retrouve, ou Dedra ou Cyril, ils brillent chacun d'entre eux à leur manière. Et ça c'est plutôt cool parce que du coup, c'est plutôt pas mal. Mais par contre, malgré ces petites réussites, il y a une véritable déconnexion envers l'essence même de ce qu'est la saga Star Wars. Et on va y revenir. On va parler des réussites d'abord, ce sera pas mal. Donc au niveau de la plongée captivante dans les entrailles de l'Empire, de par les 2 protagonistes que j'ai cités, Dedra et Cyril. Alors l'un des aspects du coup qui est le plus réussi dans ces épisodes-là, enfin dans cet épisode, pardon, c'est le développement des figures emblématiques de l'Empire. Des figures qui, au départ, on les considérait plus en arrière-plan dans la première saison, même s'ils avaient une grosse importance, là on les met directement au premier plan. Donc ça c'est plutôt pas mal du coup, de développer sur ces personnages. Notamment Dedra donc, qui ici continue de s'imposer comme une immense stratège, et là pose qui était un grand stratège dans la Seconde Guerre mondiale chez les Allemands, chez les nazis. Heinrich Himmler par exemple. Hitler aussi était un bon stratège. Et ben elle en est le reflet. Ici donc, elle continue comme son rôle de stratège redoutable, mais elle cherche aussi à participer d'une certaine manière à l'anticipation de tous les mouvements de rébellion. C'est-à-dire qu'elle a une idée en tête fixée, on lui a donné des objectifs, mais en même temps elle n'oublie pas de regarder ce qui se passe autour. C'est j'essaie de toujours savoir ce côté, on prend une vue d'ensemble, même si on m'a demandé de se focaliser sur un truc en particulier, bon, elle reste dans cette vue globale du conflit. Du coup ça c'est très bien fait, et la manière dont c'est fait c'est très méthodique. Son affrontement intellectuel, que ce soit pour elle, pour Cyril ou pour tous ses supérieurs, mais c'est d'une brillance hors norme et c'est super bien fait. On a toujours ce côté bureaucratique qui est très mis en avant pour le coup, montrant les luttes du pouvoir et l'efficacité impériale. Et ça c'est absolument hors norme. Il y a un autre personnage du coup, je vous disais, qui est très intéressant et très marquant, c'est Cyril. Cyril qu'on avait vu dans la saison 1 comme un gars qui avait envie de s'imposer, mais qui n'avait pas le charisme et la prestance pour le faire. Bon, et qui du coup a dû se retrancher sur pas mal de trucs. Et là il s'est retranché sur la bureaucratie. Bon. Outre son obsession pour l'ordre, la sécurité, la discipline, etc., il arrive quand même à prendre des décisions qui peuvent paraître risquées. Dans la saison 1, il avait commencé à le faire, mais ça s'est retourné contre lui. Là, pour l'instant, ça ne se retourne pas contre lui. Est-ce qu'ils vont garder ce même côté où ça se retourne contre lui, ou alors est-ce qu'ils vont faire de ce personnage, ils vont construire au fur et à mesure toute sa personnalité qui avait commencé à être développée dans la saison 1, pour en faire un personnage d'une plus grande prestance. Alors pour l'instant, oui, ça commence à le faire. Ça commence à devenir un personnage un peu plus prismatique, si je puis dire. Dans cet épisode, son évolution elle est véritablement constante. Il y a vraiment un bon fil conducteur. Il est prêt à tout pour mettre en valeur ses propres valeurs et les valeurs de l'Empire. Quitte à s'opposer d'ailleurs à des directives qui viennent de ses supérieurs. Notamment Dedra, par exemple. Donc ces intrigues impériales, sur ces 2 personnages en tout cas, elles sont absolument fascinantes, elles sont très bien construites, c'est très méthodique, et c'est limite en lumière avec les personnages qui eux aussi sont très méthodiques. Est-ce que la manière de réaliser ça sur chacun des personnages, que ce soit au niveau des plans ou de la scénarisation, est-ce que c'est pour vraiment mettre pile poil en lumière ce qu'ils sont? Si c'est le cas, c'est plutôt pas mal. C'est même très bien fait. Alors par contre, les grosses faiblesses
comme pour le premier épisode, c'est qu'ils sont complètement déconnectés de la saga Star Wars. Sauf pour la partie sur l'Empire. Je sais pas pourquoi. Ils se concentrent beaucoup sur la partie sur l'Empire, où là c'est très bien fait, c'est vraiment, on retrouve l'essor de ce qu'on a pu voir avant, limite en cassant les codes et en faisant quelque chose de meilleur. Et pour l'autre côté, pour tout ce qui se passe autour, que ce soit les conflits géopolitiques, les rebelles et les autres protagonistes importants, mais du bon côté des choses, on va dire, ils sont perdus, mais complètement perdus. Je sais pas ce qu'ils font, je comprends pas. Bon, le fait qu'il y ait une absence de Jedi, ça peut poser problème ou pas. Dans la saison 1, ça nous en a pas posé. Dans la saison 2, ça devrait pas nous en poser non plus. Et pourtant, ils font appel un peu à la force, des moments. Pas à la force en tant que tel le pouvoir, mais plutôt en tant que guide spirituel. Enfin, tu sens que c'est un petit peu... Ils essaient de le mettre en avant. Mais ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à le mettre en avant. Ils sont là, on vous en parle sans vous en parler, mais du coup, pourquoi vous en parlez sans nous en parler? Amenez-nous au but, en fait. Ça n'a pas de sens. Du coup, parfois, ça te donne l'impression, toi, en tant que spectateur, de regarder une série de science-fiction qui est complètement indépendante de ce que tu as pu voir depuis le début. Donc c'est pas... On n'est plus ancré dans ce récit galactique d'une galaxie très lointaine, où se passent des événements très complexes, que ce soit en matière de géopolitique, en matière de spiritisme. Là, il y a un petit souci, on est un peu déconnecté. Sauf pour le côté Empire. Là, ils sont absolument hors normes. Mais pour le reste, un exemple concret, par exemple, je suis en train de reprendre mes notes en même temps. Par exemple, l'exemple sur l'intrigue de Mina, où l'Empire impose sa présence de manière brutale sur elle, cette partie du récit, elle est très intéressante sur le papier, surtout sur l'aspect géopolitique, mais elle manque cruellement de dimension épique et mystérieuse. Il n'y a pas vraiment de mystère. Tu sais véritablement sur quoi ça va amener, mais ils n'arrivent pas à le développer. Donc c'est pas normal, ça. Un autre truc, par exemple, les événements sur Chandrilia, l'une des plus grosses manipulations des jeux d'influence, ici, ça s'éloigne complètement de ce qu'on a pu voir. Il y avait par exemple dans Star Wars 8, qui intervient beaucoup plus tard dans ce diaporama, on a toute une scène à un moment donné, même plusieurs séquences, où ça se passe dans un casino. Et là, t'as un truc un petit peu similaire, mais c'est pas un casino, c'est plutôt des jeux, on va dire, de politiciens, si je puis dire. Et tu te dis, mais qu'est-ce que ça vient faire là, en fait? Il y a 2 secondes, on était sur le côté ultra-empire, là on passe d'un côté bordélique, et puis là, vous essayez de faire un entre-deux qui sert pas à grand-chose. Pourquoi, en fait? Enfin, je pense qu'ils se perdent vraiment. Sauf sur l'Empire, ils ont vraiment une idée très bien faite de la chose, mais sur le reste, ils s'y perdent vraiment. Donc sur cet épisode 2, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Alors, il y a des grosses réussites sur la partie géopolitique de l'Empire, sur qu'est-ce qu'ils veulent instaurer comme idéologie, quel développement il fait sur chacun des personnages. Ça offre une vision très crédible, immersive sur le fonctionnement de l'Empire et des figures importantes de l'Empire. Et on fait beaucoup allusion à l'empereur aussi, ils disent toujours j'ai communiqué avec l'empereur, j'ai parlé avec l'empereur, gnani avec l'empereur. Ça c'est bien, ça fait du bien d'entendre des petits trucs comme ça. Mais après, sur l'approche où ils essaient de faire du réalisme terre à terre avec le conflit en lui-même, sur l'aspect des rebelles, mais ils se plantent complètement, ils s'éloignent complètement de tout ce qui a été fait dans l'univers de la saga Star Wars. C'est un peu frustrant en tant que spectateur. Et ça manque un peu d'aventure. Mais bon, espérons que par la suite ça amène quelque chose. Du coup, épisode 3. Bonjour Rian Johnson, où êtes-vous? Où êtes-vous Rian Johnson? Où êtes-vous? Oui, l'homme qui a réalisé Star Wars 8, le pire film de l'histoire, il est où là? Ah non, c'est pas lui. Ah. Aïe 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 aïe. Bon, la série est en train de se péter un peu la gueule, là, au niveau de l'épisode 3, mais royalement. L'épisode 3 d'Andor, il continue parfaitement l'intrigue qui a été faite sur l'aspect géopolitique au sein de l'Empire. Par contre, sur tout le reste, c'est déconnecté au possible. Il n'y a plus aucun sens à donner à ce qui a été mis dans cet épisode-là. Je sais pas où ils veulent en venir. Il n'y a aucune construction narrative. Ça n'a pas de sens. Allez. Bon, on va parler d'abord des réussites.
toujours sur la plongée fascinante des personnages de l'Empire en lui-même. Donc l'un des points forts, c'est encore ces deux personnages, que je vais vous les mettre, ce sera plus simple. Dédra et Cyril, voilà. Je vais m'en mettre devant quand même, parce qu'il faut que j'ai mon prompteur à côté. Dédra par exemple, c'est un personnage dont on poursuit parfaitement l'ascension stratégique du stratège impitoyable qui a une idée très faite sur les choses, capable de contrer ses supérieurs et de leur dire oui, vous avez pensé à ça, mais regardez, vous avez oublié ça, alors que moi j'y avais pensé, du coup je sais ce qu'il faut faire, vous avez oublié un élément. Ça c'est mis d'une prestance, mais d'une construction hors norme, surtout quand on rajoute Krennic derrière, qui est dans Rogue One. C'est un grand général Krennic, hein, pour ceux qui ne voient pas qui c'est. Et là, elle est là pour contrer ses supérieurs. Et même Krennic lui dit je sais que vous avez une meilleure stratégie que nous, dites-la moi. On a besoin de savoir. Vous êtes meilleur, on doit le reconnaître. En ce qui concerne par contre le personnage de Cyril, alors là c'est encore plus complexe ce qui est en train d'être fait sur lui. C'est un personnage qui a toujours semblé être un peu coupé en deux, qui savait pas trop prendre de décision, que ce soit parce que sa mère elle n'arrête pas de le rabaisser, ou parce que Dédra elle a du mal à le considérer, ou parce que l'Empire en général a du mal à le prendre en compte, même si au fur et à mesure ça continue et Dédra elle commence à l'apprécier de plus en plus, puisqu'ils vivent ensemble d'ailleurs. Enfin, tu sens qu'ils vivent ensemble et tu sais pas s'ils sont colocataires ou s'ils sont de plus en plus proches. J'arrive pas à savoir. On peut s'en douter, mais... Voilà. Donc, comme je disais, c'est un personnage qui semble coupé en deux parce que tu sens qu'il est tiraillé entre le fait d'avoir une ambition et en même temps, le côté j'ai pas envie de trahir l'Empire, mais j'ai besoin de reconnaissance. Donc c'est très partagé, c'est une obsession magnifique qui est faite sur lui, c'est très bien fait. Alors par contre, bon, là je vais être obligé de vous le mettre, je vous laisse voir. Attends, on va tourner ça. Hop, hop, et hop. Voilà. Donc regardez bien. Donc malgré ces difficultés qui sont un petit peu compliquées, et ben là la déconnexion face à l'univers de Star Wars, il est mais hors norme. Le problème ici par exemple, il y a un mariage qui se fait avec la fille de Moff Ma, où d'un seul coup, en plein mariage, t'as une espèce de boule à facettes qui arrive avec une musique électro. Tu te demandes même si c'est pas DJ Snake qui a fait la musique, tellement c'est électro. Et tu te dis mais ok, c'est là pour représenter le fait qu'il y a une tension hors norme et un chaos intérieur entre tous les conflits qui s'y mettent au niveau des rebelles et surtout de la sénatrice Mon Mothma, qui se retrouve ici complètement mis de côté. Il va où on a des scènes où elle boit des shots pour se bourrer la figure. Pendant qu'il y a une énorme musique électro qui vient illustrer le chaos. Alors, à moins que je me trompe, vous me le dites, hein, faut me le dire si je me trompe, mais à moins que ce que je... Attends, je vais reculer encore la caméra. Hop, on va faire comme ça. Hop. À moins que je ne me trompe, ça n'a rien à faire là. D'accord ? La première saison d'Andor, c'était pas John Williams qui faisait la musique, c'était quelqu'un d'autre. Et il avait une très bonne musique qui respectait à la fois ce qu'avait fait John Williams, mais en même temps, il donnait quelque chose de nouveau. Mais tu sentais toujours ce petit air qui faisait penser à une musique véritablement faite pour la saga Star Wars. Là, cette musique électro, mais qu'est-ce que ça vient faire là ? Ça n'a pas de sens. Si c'est pour illustrer le chaos, d'accord, mais tu l'illustres par la situation, par une musique dramatique, par une musique saccadée, pas par un truc électro où les gens sautent comme ça pendant un mariage et où t'as un personnage qui a d'une prestance hors norme qui est Moff Ma qui prend des shots pour se bourrer la figure. Qu'est-ce que ça vient faire là ? Ça n'a pas de sens. Pardon, mais ça n'a pas de sens. C'est contraire à tout ce qu'on a pu voir en termes d'esthétique dans la saga Star Wars. Ça n'a pas de sens. Pourquoi faire ça ? Je comprends pas.
Et tout ça, c'est fait pour montrer du coup ce côté chaotique de la chose, de la situation, du fait que les rebelles, ils ont du mal à mettre en place leur plan, qu'il y a des problèmes financiers, qu'il y a des problèmes avec les acteurs qui jouent au niveau de cette installation de la rébellion. Même si t'as des bons acteurs, putain, mais ça n'a pas de sens, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Pardon? C'est artificiel, ça n'a pas de sens. Pourquoi vous avez mis ça? Si c'était pour combler le scénario, pourquoi pas, mais... Non, en fait, pas pourquoi pas. Ça n'a pas... Comment illustrer le chaos? C'est facile. Tu vois une scène où t'as un mariage, tu fais un Deus Ex Machina où t'as machin qui est en train de boire des verres pour se détendre, si tu veux, à la limite, elle peut boire et réfléchir à la situation, sans pour autant foutre une musique complètement électro où t'as plein de gens qui dansent au milieu d'une salle. On regarde Star Wars, on regarde pas The Big Lebowski, on regarde pas un clip d'ACDC. Enfin, qu'est-ce que ça fait là en fait? Pourquoi? On est en train de se faire un jour sans fin, vraiment, c'est horrible. Donc l'épisode 3, il faut en retenir quoi? Qu'au niveau des personnages impériaux de l'Empire, c'est d'une construction qui est absolument bluffante, mais que pour tout le reste, c'est déconnectez-vous de la saga et faites de la merde. Ça n'a pas de sens, pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Je ne comprends pas. Allez, épisode 4. Alléluia! C'est fait. C'est fait. Andor saison 2 redevient une vraie saison. Une vraie série à l'image de la saison 1. Yes! L'épisode 4 de la saison 2 d'Andor. Un tournant décisif pour la série. C'est officiel. On retrouve pleinement l'essence de Star Wars à tout point de vue. Là, on n'est plus dans... On travaille beaucoup sur l'aspect empirique de la chose, et on laisse un peu l'autre côté de... on laisse les autres de côté, en fait. Là, non, on travaille tout, et c'est parfait. C'est absolument parfait. Alors, les réussites, encore une fois, une montée en puissance de l'intrigue des différents protagonistes de l'Empire. Je vais pas y revenir, parce que c'est exactement la même chose qui est développée, mais encore plus. Par contre, ce qui est génial, c'est enfin le retour des codes de la saga Star Wars. J.J. Abrams, vous êtes là? Non? C'est bizarre, parce que lui, il est un grand réalisateur. Alors, on est, contrairement aux précédents épisodes, qui s'éloignaient complètement de l'identité de Star Wars, là, l'épisode 4, il vient réintégrer pleinement les grands éléments de la saga Star Wars. Ce qu'on a l'habitude de voir, en fait. On retrouve Coruscant, avec ses petits jeux d'influence, de manipulation politique, dignes des meilleurs récits de Star Wars, ce qu'on avait pu voir par exemple dans Star Wars 2 ou dans Star Wars 3, ou dans la saison 1 d'Andor, pour le coup. La mise en scène, les dialogues, et cette fois la musique, enfin, c'est les grandes heures de Star Wars qu'on a pu voir. Là, on retrouve vraiment ce qu'on avait l'habitude de voir en matière d'esthétique, de code, fidèle à la saga. Oh, ça fait du bien. Même si on continue toujours de casser un petit peu certains trucs pour faire meilleur. Mais au moins, ce qui méritait de rester tel quel, c'est retrouvé. Enfin. Donc là, on est bien. L'action, elle est encore au rendez-vous. On a des grandes scènes d'action. On a un gros développement cette fois sur, en plus des deux protagonistes de l'Empire. Et ben là, on continue à leur développer leur partie. Mais on développe encore sur Andor, sur, comment elle s'appelle, sur Biggs, sur Luten, sur Galen Erso, sur Saw Gerrera. Vraiment, là, on retrouve vraiment tout ce qu'on a l'habitude de voir en grand. Ça fait du bien. On retrouve tout ce qu'il fallait retrouver. Ça y est, l'intrigue est enfin remise sur un piédestal. Du coup, j'ai pas mis à tarder 3 plombes. Je vais vite conclure. L'épisode 4 de la saison 2 d'Andor, c'est une prouesse. Enfin, on retrouve ce qu'on a l'habitude de voir dans la série Andor depuis le début, que ce soit pour la saison 1 ou pour le début, on va dire, de chacun des épisodes au niveau de la partie intrigue sur l'Empire. Là, on retrouve ce qu'on a l'habitude de voir. Ça combine à la fois la montée en puissance des intrigues impériales et le retour aux codes fondamentaux de Star Wars. Putain, ça fait du bien. Le niveau d'influence de la saison 2 est retrouvé. On excelle dans tous les domaines, c'est merveilleux. Voilà. Si vous le souhaitez, sur le diapo qui suit, enfin sur la diapositive suivante, pardon, je vous mets le lien pour aller voir l'épisode 4 d'Andor. C'est bluffant. C'est juste bluffant.